Voilà. Mais les droits sont où, en fait? J'ai beaucoup cherché les droits, je n'ai pas trouvé. Okay. Bonjour, je suis Sylvie Kimissa. Voici mon histoire sur BBH ITW. Bonjour à tous, bienvenue dans BBH ITW. Je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nouvelle histoire. Cette histoire, elle sera différente des autres. Souvent, on pense que pour faire des changements ou pour faire évoluer les choses au sein d'une structure ou au sein d'une entreprise, il faut être peut-être haut placé, avoir des fonctions importantes. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Et c'est ce qu'on va découvrir durant cette interview-là. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un réel honneur pour nous. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup Sylvie. On va commencer d'une manière classique. Qui est Sylvie Kimissa? Sylvie Kimissa, c'est une femme de chambre qui travaille au Télévis des Batignolles, qui a fait un combat, une lutte qui a duré 22 mois, voilà, contre le groupe Accor, pour les invisibles, voilà, les métiers essentiels, les gens qu'on n'entend pas beaucoup, les gens qu'on ne voit pas beaucoup, qui se cachent derrière les quatre murs. Les gens de l'ombre, en fait. Voilà, genre des gens de l'ombre. Et aujourd'hui, ces femmes sont visibles. On va aller de plus en plus un peu dans votre parcours, Sylvie. Tout d'abord, votre enfance. Je suis congolaise de Brazzaville et je suis née dans une ville, la quatrième ville du Congo, qui s'appelle Jacob. Voilà, et j'ai grandi à Brazzaville, dans la capitale. Mais je suis une fille normale, voilà, comme toutes les filles. Mon père est décédé, j'avais, je crois, 13 ans, voilà, en 83. Et après, je suis venue en France, j'ai commencé à faire mes petits boulots, j'ai enchaîné les petits boulots, et jusqu'à ce que je suis devenue femme de chambre. Parcours scolaire, est-ce que vous étiez à l'école? Parcours scolaire, j'ai fait l'école primaire, secondaire et le lycée. Voilà, après je suis venue en France. Donc, et pourquoi vous êtes venue en France, justement? Pourquoi je suis venue en France? Vous savez, on ne laisse pas son passé derrière, ça fait difficile. Parce qu'on quitte toujours pour aller chercher le meilleur à côté. Ouais. Parce que s'il y avait le meilleur chez moi, je ne crois pas que j'allais me déplacer. Personne quitte son pays. Et tout à fait. Parce qu'il y a mes souvenirs, il y a mon enfance. Ouais. Mais si on laisse son pays pour aller dans un pays plus loin que ça, ça veut dire que chez moi, ça n'allait pas. Voilà pourquoi je me suis déplacée, comme tous les immigrants. Vous êtes partie à quel âge, du coup Je suis partie à 39 ans. J'étais déjà grande. Ouais. Okay, oui. C'est en fait souvent parce qu'on quitte le pays natal à un âge très bas. Très bas. Vous, c'est beaucoup plus tard. Voilà. Moi, je suis venue, c'est parce que, bon, fallait que je me cherche un peu. Parce que le Congo ne m'a pas donné la possibilité de travailler. Okay. Comme il n'y a pas de travail, voilà, et je me suis dit, pour rester là, je vais mourir de faim, il faut que je me déplace. Et voilà pourquoi je me suis déplacée. Comme tous les migrants qui vont chercher ailleurs. C'est clair, on cherche toujours on cherche le bonheur ailleurs, en fait. Et l'arrivée donc en France, elle s'est passée comment? L'arrivée en France, ça s'est passé comme tout le monde. Hein. Ça s'est passé, j'ai habité chez mon frère. Et après, j'ai fait les demandes des papiers, j'ai eu mes papiers et j'ai commencé à travailler. Au début, j'enchaînais des petits boulots. Voilà, et jusqu'à ce que j'ai eu ce travail-là de femme de chambre. Avant, je me disais que je me mets là, après je vais changer. C'est temporaire. Voilà, c'était temporaire. Je me suis dit, bon, je reste là, c'est temporaire, je vais changer. Mais après, au fur et à mesure, tu prends le plaisir de ton travail. Et tu y restes, tu te dis, mais pourquoi je vais changer? Je vais évoluer peut-être dans ça. Parce qu'il n'y a pas de saut-métier. Moi, je dis, il n'y a pas de saut-métier. Voilà, je vais évoluer dans ça et voilà, je suis restée à faire ce que je fais. Donc, vous avez intégré l'hôtellerie par nécessité, on va dire. Enfin, il fallait travailler, quoi. Oui, voilà, oui. C'était pas un choix. C'était exactement. Voilà. En fait, c'était parce que à l'époque où j'avais un titre de séjour, et vous savez, quand vous avez un titre de séjour, derrière ce titre de séjour pour le renouvellement, il faut des fiches de paye. Et donc, en ce moment-là, tu n'as pas de choix. On ne te laisse pas le choix parce que c'est une année, ça va vite, ça court vite. Il faut trouver un boulot parce qu'au renouvellement, il faut présenter les bulletins de paye. Donc, entre guillemets, on prend ce qu'il y a juste... On prend ce qu'il y a, voilà. On te présente ce qu'il y a, tu prends ce qu'il y a et c'est ça la réalité. Okay.
Voilà, c'est la réalité. Tu prends parce que tu as envie que tu ne perds pas le titre de séjour, que tu as beaucoup galéré pour en avoir. Donc, tu trouves ce que tu peux trouver et l'essentiel que tu aies des bulletins de paie en fait pour renouveler le titre de séjour. Mais au fur et à mesure que tu es dedans, tu y prends plaisir et tu prends le plaisir, tu te dis mais bon, pourquoi je peux changer, je ne peux pas changer les conditions vu que ce n'est pas trop ça, ce n'est pas ce qu'on veut, mais on peut changer en étant à l'intérieur. Et les conditions de travail, c'était comment? Les conditions de travail, je ne te dis pas les conditions de travail, mais là, je parle maintenant pour, je crois que c'est tout, dans tout le monde, dans tout le monde, dans tous les pays, là où il y a des hôtels, je crois que c'est toujours la galère. Moi, je ne l'ai jamais fait depuis que je suis née, c'est la première fois que je l'ai fait, mais je voyais déjà les failles. Mais comme on n'avait pas, tu n'as pas la parole, c'est-à-dire en fait la peur qui nous rongeait à l'intérieur. Si je parle, on met licence. Si on met licence, je perds mon titre de séjour. Donc la peur de ça te dit, je ne parle pas, je me tais. Je continue, je fais mon travail. Je fais mon travail et je m'en vais. Okay. Et c'est là où tu vois, mais pourquoi je dois tout garder dans moi si auparavant on m'avait dit que c'est un pays de droit. Ouais. Voilà. Mais les droits sont où en fait? J'ai beaucoup cherché les droits, je n'ai pas trouvé. Okay. Or, les droits, ce n'était pas en étant à l'hôtel qu'il faut les chercher. Les droits, voilà, il faut aller lutter pour les avoir. Et donc l'idée en fait d'aller voir les syndicats et pour demander ses droits et ainsi de suite, elle est née comment en fait cette idée? En fait, ce que moi je félicite beaucoup à l'hôtel Ibis, moi quand je suis arrivée en 2012, j'ai commencé dans cet hôtel, il y avait déjà un syndicat. Vraiment, ils étaient déjà, oui, il y en avait déjà. Okay. Mais sauf que ce qu'on doit savoir, que les gens ne disent pas beaucoup, il y a des syndicats corrompus. Voilà, nous on ose le dire parce que nous on a vécu, moi je raconte mon histoire, ce que moi j'ai vécu, c'est ce que je dis, il y a des syndicats corrompus. On avait un syndicat qui ne faisait pas son travail en fait. Parce que il y a des femmes qui pleuraient, quand ils arrivent, souvent il y a des imprévus, hein. Ça arrive, les imprévus, tu arrives, tu as, au lieu de nombre de chambres que tu allais faire, peut-être 14, tu te retrouves avec 30, voilà, parce qu'une collègue qui n'est pas venue. Donc, toi, tu dois te taper les chambres de la collègue derrière, avec toi. Et ce qui n'est pas génial quand même. Normalement, quand une n'est pas venue, il faut appeler l'intérim. Bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. C'était quotidien. Ce n'était plus que la collègue est venue. C'était devenu une habitude. Vous étiez en sous-effectif, en fait. Voilà, on était en sous-effectif. Et c'est continuellement, oui. Sauf que toute l'année, l'hôtel n'est jamais plein parce qu'il y a des moments creux. Il y a des moments creux, il n'y a pas de clients, on peut comprendre. Mais l'hôtel, quand il est plein, il faut normalement, en temps normal, il faut mettre les intérims. Et quand les intérims n'est pas là, c'est à vous qui ont des CDI qui doivent faire le travail des autres. Donc au lieu tu te retrouves avec 15, 20 chambres, tu te retrouves avec 40, 45, voilà, plus que ça. Et les filles ont tendance que je fais des heures sub. Bah, au final, à la fin du mois, c'était le même salaire. C'était la même paye. Et du coup, les gens, ils craquaient en fait. Voilà, les gens, ils craquaient. Ouais. Je disais, mais comment j'ai fait beaucoup de chambres? Enfin, au final, vous me payez ça? Ah oui, le mois prochain, on dit, bon, on va te rembourser. Mais sauf que le mois prochain, c'est pas que c'est la paye qui va venir. On peut te rajouter 100 € pour te calmer un peu. Et les filles ont compris ce système. Il y avait aussi la méchanceté de certaines gouvernantes au travail qui te répondent mal, qui te parlent mal. Donc, en fait, on en avait marre. Et quand on se plaignait chez les syndicats, chez le syndicat qui était là sur place, mais oui, vous aussi, vous demandez trop. Je n'ai jamais vu un syndicat qui s'adresse aux travailleurs. On n'est pas d'accord du patron, ce que le patron fait. Et toi, tu nous accuses. On demande trop. On est trop exigeant. Donc, en fait, ils ne jouaient pas le vrai rôle d'un syndicat. Ils ne jouaient pas. Mais quand tu ne joues pas ton rôle de syndicat, ça veut dire quoi? Que tu vas prendre ton chèque. Parce que quand le patron sait que là-bas, il n'y a pas de grève, ah, ils voulaient faire la grève, moi, je les ai calmés, on te paye. Entre-temps, tu nous as fait taire. Et à un moment, on l'a compris. Après 10 ans, que moi, je l'ai compris, et on a commencé à faire les choses en cachette. Dans le coulisses. C'est-à-dire? C'est-à-dire, parce qu'on ne se réunissait plus au travail. On s'appelait au téléphone. En dehors du travail. En fait. En dehors du travail.
Moi, j'arrive à la maison, j'appelle Rachel, écoute, tu as vu ce qui s'est passé à l'hôtel, mais c'est qu'est-ce vous que tu en penses? qui organisez tout ça? C'est moi et Rachel, en fait. C'est vous et Rachel. Voilà, Okay. les filles de tête, moi et Rachel et Traoré. Traoré, toi, tu as vu? Ah oui, moi, j'ai vu, mais moi, j'ai une idée. Ah, moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Donc, nous trois, on se réunit et puis on appelle les camarades qui veulent être d'accord avec nous, qui va nous suivre. Et les gens, n'hésitaient pas. Parce que nous, on avait la grande gueule, en fait. Et quand on n'était pas d'accord, on parlait. Et il y a d'autres qui se taisaient, ils disaient que bon, si Sylvie, Rachel et Traoré, ils ont décidé, donc ça veut dire que c'est... Déjà, on se défend sur le terrain sans qu'on ait quelqu'un derrière. Quand on a dit aux femmes étaient d'accord, oui, nous, on vous suit, faites ce que vous voulez faire, on vous suit. Et en ce moment, on a commencé à chercher un autre syndicat, mais dans le coulisses. Okay. Parce qu'on savait que si le syndicat qui est là sur place sait que nous, on commence à chercher ailleurs, on aura des représailles. Donc, on a cherché dans les coulisses, on a trouvé, on a dit, bon, d'accord, on a trouvé le bon, mesdames, restez calmes, on va aller en grève. Et voilà, là où ça a commencé. C'était donc en quelle année plus ou moins? C'était le 19 juillet 2019. Que la grève a commencé. Que la grève a commencé. Mais on était parti voir le syndicat peut-être 2 mois ou 3 mois en avant. On est parti expliquer le problème. Et on est allé voir le syndicat, on lui a donné les revendications. Nous, on a ces revendications, on est venu vous voir, quelqu'un nous a remis vos coordonnées. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Nous sommes les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, nous, on regarde ce qu'on on souffre au travail. Donc, nous, on veut que vous nous soutenez. Il nous regarde et dit, ah bon? Mais vous avez eu ça où, mon numéro? Ah, mais on a dit, parce que le monsieur qui nous avait donné les références, nous avait dit, dites que c'est moi qui vous envoie. Ah. On a dit, non, c'est l'autre qui nous envoie. Il dit, ah d'accord. Mais il prend les revendications, il regarde. De lui-même, il voit déjà les failles des revendications. Il dit, mais qui vous a fait les revendications? On a dit, mais les revendications, là, nous en avons depuis, ça fait 10 ans de cela qu'on a ces revendications, qu'on cherche à résoudre, qu'on ne trouve pas les moyens. Donc, si vous, par rapport à ce qu'on nous a dit, si vous êtes capable à nous résoudre ça, il dit, mais lui-même, il prend le stylo, il rajoute. Il rajoute les trucs, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris un panier? Pourquoi il n'y a pas la pointeuse? Parce que les heures sub, en fait, le patron disait, mais oui, il n'y a pas des heures sub parce que c'est pas mentionné quelque part. Mais oui, effectivement, il n'y avait pas des heures sub. Il n'y avait pas en fait dans les contrats. Il n'y avait pas dans les contrats. Et c'est pas écrit quelque part. Toi, tu fais, c'est ta bouche contre la bouche du patron. Donc, tu ne peux pas te défendre. Et parce que je pense les patrons aussi, Sylvie, ils se disent, femmes de ménage ou femmes de chambre, peut-être qu'elles ne s'y connaissent pas en droit, en loi. Donc, effectivement, ils abusent de ça, en fait. En plus, ce sont les étrangers. Voilà, les étrangers. Souvent, ce que je peux vous dire, dans la majorité dans les hôtels, les femmes qui travaillent, ce sont les femmes qui ne savent pas trop lire et écrire. Oui. Voilà. Donc ils profitent de ça. Ils profitent de ça aussi, de la faiblesse des gens, malgré le travail que vous faites. Et ils en profitent de ça. Là, on est parti le voir. Lui, il a rajouté les revendications. Ça, c'est le nouveau syndicat. Hein. Ça, c'est le syndicat que vous avez consulté. Voilà, c'est le nouveau syndicat qu'on a consulté. Il a mentionné les trucs. Ce qui nous a tiré, parce que souvent on me pose cette question, mais comment vous avez su que ça c'est le bon? Puisque l'autre c'était le méchant. Oui. Comment vous avez su que l'autre c'était le bon? Parce qu'il a rajouté. Et il nous a dit, on ne vous paye pas les heures supplémentaires parce que vous n'avez pas la pointeuse. Effectivement, c'était normal. Parce que si tu arrives le matin, tu pointes, tu badges, tu vas en bas, tu finis, tu badges, tu sors. Mais il y a des relevés qui restent. Mais oui, il y a des traces. Il y a des traces. Mais vous n'avez pas ça. Là, parce qu'il est venu à l'hôtel, il a regardé, il a dit, vous n'avez pas ça. Okay. Donc, vous ne pointez pas. Alors, toi, tu viens dire au patron que moi, j'ai fait 40 chambres. Où sont les preuves? Lui, il a encaissé son argent, il n'a pas besoin de sortir, il n'a pas besoin de te payer. Donc, dès qu'il nous a dit ça, on a dit non, ça, c'est le bon. Parce que depuis fort longtemps, on est là. On a un syndicat qui ne nous a jamais fait cas de preuve de ça. Donc, à partir de là, on a dit que c'est le bon, nous on le prend. Et donc, c'est à quel moment que vous avez décidé de faire la grève? Nous, après, il nous a dit, il faut vous syndiquer. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Vous vous syndiquez, je vais voir que vous êtes avec moi maintenant. Et moi, à partir de là, je peux lancer une grève. Okay. Parce que nous sommes partis, on a dit, mais à quel moment on va aller en grève? Il dit, ah non, calmez-vous. Moi, c'est pas maintenant. Je comprends que vous êtes excités. C'est pas maintenant.
Donc, syndiqués, nous sommes partis à l'hôtel, on a dit aux femmes, on a eu un bon syndicat, les femmes étaient tellement excitées parce qu'on avait, à l'époque, on avait envie de changement en fait. On avait envie de changer, on était fatigués, épuisés. Donc, on vous méprise, on vous dévalorise. C'est-à-dire, tu ne vaux rien, quoi. Tu dis, waouh, c'est ça qu'on dit, comme nous dit la France. Et dès qu'on nous a dit ça, on est vu, les femmes étaient toutes contentes. Ils ont donné les RIB, on est parti. Bon, on a eu 34 personnes au bout de 2 jours. Okay. 34 syndiqués sur 60 salariés. Plus que la moitié. Plus que la moitié. Et on est allé, on lui a dit, bon, on a trouvé ça. Il dit, bon, d'accord. Et il dit, bon, moi, je ne peux pas vous dire le jour que vous allez en grève. Sinon, vous parlez trop, vous les travailleurs. Ouais. Vous allez dire là-bas, moi, le moment que j'arrive, on me bloque. Ouais. Donc, vous, allez-y travailler. Regardez tous les jours par la fenêtre. Dès que vous voyez le matin, je commence à planquer mes drapeaux. Ouais. Là, vous descendez. Ah, ok. Ah, ok. D'accord. Là, vous descendez et c'est à partir de là que ça commence. Donc, à chaque fois, vous allez regarder. Oui, 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 parce que quand tu travailles, tu regardes toujours, bah, il n'est pas là. Bon. Tu finis ta journée si tu ne l'as pas vu. Bon, ça va. Et une semaine, il n'est pas là. Je dis, mais ça aussi, c'est un menteur alors. Et la deuxième semaine, il y a une qui a regardé par la fenêtre. Lui, il avait déjà planqué, il avait fini, il était assis. Il y a une qui a dit, mais moi, j'ai vu les drapeaux, j'ai vu les drapeaux. Tu as vu les drapeaux où? Okay. On regarde comme ça, là, c'est les drapeaux. On est descendu. Vous avez arrêté de travailler? On a arrêté de travailler. Ceux qui commençaient à travailler, ils ont arrêté tout. On a remis les chariots en place. On est descendu et ça a commencé. Et quand ça a commencé, personne n'a monté. Au bout, après une semaine, il y a des gens qui se sont fatigués, se sont dit, ben, écoute, il y a grève. On sait qu'il y a grève. Et quand il y a grève, il n'y a pas l'argent. Il y a une retenue sur le salaire. Et voilà. Et moi, j'ai mes dettes à payer. Ah non, 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 moi je monte. Et en ce moment-là, on a perdu au moins quelques-unes de nos camarades qui sont remontées. Après, il y a d'autres qui avaient les menaces des maris. Hein. Ah, okay. Voilà. Le syndicat, l'ancien syndicat appelait les maris des grévistes chez eux. Pour les menacer, en fait. Pour les menacer. Et le lendemain, la collègue, vous ne la voyez plus, elle est montée. Ah oui, donc sur 34 au début? Sur 34 au début, je crois qu'il y a 8 qui étaient partis. Non, il y a 5 qui étaient partis. Au bout d'une semaine? Au bout d'une semaine. Et puis le reste, c'est l'ancien syndicat qui est venu les intimider. Parce que si vous faites ça, quand on les voit quelque part, si vous faites ça, on va te licencier, on va faire ça. Mais comme après, vous savez, quand vous êtes en mouvement, vous tous, vous n'avez pas la même mentalité. Voilà, il y a d'autres qui ont faible de mentalité qu'on peut attraper vite fait et on les menace. Voilà, et pourtant le nouveau syndicat nous avait bien dit que même si on vous menace, la grève c'est un droit. C'est clair. Donc vous êtes protégés. Avez-vous eu peur, Sylvie, au début non. de la grève? Ça n'a jamais existé. Voilà, ça n'a jamais existé. Okay. Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que en fait c'est l'envie que j'avais de parler, mais sauf qu'à l'intérieur, sans quelqu'un qui va me protéger, j'avais peur d'être licenciée. Mais au moment où je suis allée en grève, je me suis dit, mais je suis libérée en fait. Ok, c'est l'effet inverse. Voilà, c'était l'effet inverse en fait. Je suis libérée parce que je peux insulter comme je veux. Voilà, on ne va rien me faire. Parce que là-bas, quand tu insultes, le lendemain, tu as une lettre d'avertissement. Mais ici, personne ne va me donner la lettre d'avertissement. Et là, on était plus fort que jamais. On se disait, waouh. Moi et ma collègue Rachel, on s'est dit, maintenant, l'heure est arrivée. Voilà. Plus de retour en arrière. Plus de retour en arrière. On va y aller, même si 2024, 2025, tant qu'on n'aura pas des propositions concrètes, on ne va pas monter. Et comment vous avez réussi, Sylvie, à garder cette motivation? Parce que la grève, si je ne dis pas de bêtises, elle a duré 22 mois. Non, quasiment. La grève a duré 8 mois. 8 mois, ok. De 17 juillet 2019 jusqu'au 16 mars 2020. Et l'histoire après, vous la connaissez, nous sommes allés en confinement. En 16 mars 2020. Oui. Voilà. Et donc, comment vous avez gardé la motivation durant ces 8 mois, en fait? La motivation du 8 mois, on l'a gardée parce qu'on avait envie de gagner quelque chose. Donc, c'est-à-dire, on se disait, nous sommes les femmes de chambre, devant nous, il y a un groupe, le groupe Accord le plus fort, le premier en Europe. Alors, vous voyez, deuxième mondial, un groupe comme ça, les milliardaires, vous les pauvres types, les pauvres femmes qui n'ont rien.
Vous allez faire le combat avec, mais vous êtes, ça va pas, non? Il y a des gens qui pensaient, qui nous disaient, mais vous, ça va pas, vous allez faire avec eux, mais vous n'allez pas gagner. En fait, vous comptez en quoi, en fait? Vous n'allez pas gagner, laissez tomber. C'est comme ça, allez-y chercher notre travail. Nous, on a dit non. Nous, on va créer notre histoire, et c'est à partir d'aujourd'hui. Notre histoire. Et après, donc, ça a continué comment après? Ça a continué, et on venait le matin, à 9h, on s'asseyait devant notre hôtel Ibis. Quand on a commencé, on était dans l'hôtel, dans l'enceinte même de l'hôtel. Mais tellement souvent, quand on finissait, on jetait un peu les confettis et le groupe Accord, au lieu de régler la situation, il nous a assigné au tribunal et le tribunal nous a condamnés et on nous a foutus dehors. Donc du coup, on arrive le matin, on se met devant. Voilà, devant l'hôtel, on rentrait plus à l'intérieur. Mais le directeur là était gentil, il nous disait, bon, si vous avez envie de vous soulager, il y a quand même les toilettes. Voilà. Ça va. Ça va. Il était gentil quand même. Non, mais il a toujours été gentil, hein. Franchement. On peut tout dire, mais il a toujours été gentil. Voilà, il a toujours été honnête. Il nous disait que oui, c'est normal. Voilà, les salariés, quand ils n'en sont pas contents, même moi je suis salarié, mais si je ne suis pas content, je crève. C'est clair. Voilà, et on était là pendant les 8 mois, tous les matins, on partait. C'est comme si on partait au travail en fait. On vient le matin à 9h, on s'assoit devant l'hôtel, on joue la musique, on danse, on fait les crêpes, on fait les beignets. Voilà, c'est devenu comme un quotidien. Un quotidien. Et à 16h, on plie les bagages, on va déposer à Sudrail. On avait, il y a un syndicat qui s'appelle Sudrail qui nous avait donné un endroit pour garder nos matériaux. Et c'est comme ça, tous les jours, pendant 8 mois. Et vous n'étiez pas payé alors pendant 8 mois? Non, tu travailles pas, tu payes pas quand même. Tu travailles pas, qui n'a pas de travail n'a pas droit au salaire. Mais nous, par contre, on avait quelque chose qui n'était pas mal, qui nous soulageait aussi. On avait la caisse de grève et le syndicat avait mis le pot commun en ligne. Ah, ok. Voilà, il y avait le pot commun en ligne, il y avait la caisse de grève, tout le temps on partait récolter un peu, on ne peut pas s'entendre que là-bas il y a la manif, on va récolter un peu de sous, on met dans la grève et à la fin du mois, le syndicat nous donnait quand même les chèques. Voilà, on nous donnait les chèques. Voilà, on vivait avec ça, on nous donnait par exemple, quand tu travaillais, celui qui avait 7 heures, il avait 800 €. Voilà, donc au fur et à mesure, celui qui avait 5 heures, il avait 500 €. C'était pas mal quand même. Donc ça nous motivait encore d'aller encore plus loin, quoi. Donc ça arrive jusqu'au confinement et après voilà, ça arrive jusqu'au 20 mars, au 16 mars 2020. Mais avant le 16 mars, parce qu'on entendait déjà que ça a commencé en Chine. Ah, le confinement a commencé en Chine. Ah, ça fait ça. Ah, ça, ils ont confiné, ils ont fait ça. Et notre syndicat avait dit que je sens que, nous aussi, je le sens déjà, que ça va arriver en France, on sera confiné. Là, début mars, déjà, ça parlait de ça. On sera confiné. Et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, lui, il était là en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que si on est confiné, il n'y aura plus le pot commun en ligne, il n'y aura plus de grèves, il n'y aura plus de manifestations plutôt, et vous n'aurez plus d'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Ah, ça, c'est un problème. Et il nous a dit, écoutez, écrivez à votre patron que vous allez reprendre le travail, vous allez finir avec la grève. C'est bon comme ça. Or, c'était une stratégie parce qu'on savait qu'il n'allait pas nous prendre. Parce qu'il y avait un jour, on est parti jusqu'à Strasbourg, au Parlement européen, c'était fermé. Le jour que nous, on était partis, c'était fermé parce qu'on nous a dit que non, il y a eu le confinement, il y a eu des gens qui ont eu le Covid, des députés qui ont eu le Covid, donc c'est confiné. Déjà, ça annonce que ici, là, ça va arriver. Écrivez une lettre. Nous, on a écrit une lettre et on a envoyé chez notre patron. Et le patron dit, mais moi, je n'ai pas le travail à vous donner. Parce que déjà, il n'y a pas de travail. On dit qu'ils vont confiner, ils vont confiner. Et le syndicat lui écrit, mais alors, vu que ce sont tes salariés, ils veulent reprendre le travail. Il faut l'introduire, parce qu'à l'époque, maintenant, il y a eu le chômage partiel. Mais nous, vu qu'on était en grève, on ne pouvait pas bénéficier de ce système. Donc, il fallait reprendre le travail pour qu'on rentre dans le système. Et voilà. Non, il était bon, le syndicat, là. Ah oui, là, non, il est fort. Ah, il est fort, là. Il est malin, il est malin. Il est fort. Il a réfléchi, il dit non, écrivez, envoyez. Sa réponse, et puis moi, j'attaque. Donc, la réponse, non, moi, je n'ai pas de travail à vous donner. Et le syndicat lui réplique, il faut le mettre dans le système. Il faut le mettre dans le chômage partiel. Parce que ce sont tes salariés, ce ne sont pas mes salariés. Ils ont fini la grève, ils ont dit qu'ils vont... La grève est finie, là, on reprend le travail. Ils veulent reprendre le travail. Tu n'as pas le travail à lui donner.
Si tu as 4000 salariés, il faut les inclure dedans. Et voilà comment on a bénéficié de ce système du chômage partiel. Donc vous avez bénéficié du chômage partiel durant le confinement? Durant le confinement. Et vous savez, le confinement, là, au début, il y a eu 3 mois fermes. Il y a eu les 3 mois. L'histoire, là, ça peut même, je crois que quand je serai 90 ans, ça y est dans ma tête. Il y a eu les 3 mois fermes que personne ne bougeait. Aller au supermarché, il faut faire la queue, il faut sortir à des heures. Et en ce moment-là, on n'avait même pas encore mis les attestations en place. Parce que après, c'est venu les attestations. Deuxième confinement. Le premier là, 3 mois pleins, ferme, tout le monde à la maison. Ok, nous aussi on était à la maison, tranquille, au chaud. C'est sûr qu'eux, ils se sont dit, bon, comme ils sont au chaud, il y a le confinement, ils ne vont pas nous emmerder. Mais non, après les 3 mois là, ils ont décidé maintenant que non, avec l'attestation, tu coches que tu vas au travail pour les gens qui vont travailler, vous reprenez le travail, il faut cocher à chaque fois au cas de contrôle. Et nous aussi, on a eu cette opportunité. Le syndicat nous a donné beaucoup des attestations, on cochait, on va au travail. Au fond, on ne partait pas au travail. Parce qu'on ciblait, on appelait les hôtels, on regardait sur Google les hôtels du groupe Accor, le peu qui était resté. Parce qu'après le confinement, tout le monde, même Ibis et Batignolles, c'était fermé. Tout le monde a fermé, il n'y a personne. Mais le groupe Accor avait les peu d'hôtels qui étaient encore ouverts. Et nous, quand on appelle, vous êtes ouvert parce que je voulais réserver une chambre, madame, tout, je suis en difficulté. Ah oui, mais vous êtes où? Ils nous donnent l'adresse et nous, on cible. Voilà, nous, parce qu'on avait créé un groupe WhatsApp, on dit avec les collègues, écoutez, l'hôtel, je vais prendre un exemple, Pullman, La Défense, c'est ouvert. Donc, on va cibler là-bas. Demain, les camarades, à 9h, Spladane, La Défense. En fait, vous faisiez de la grève là-bas, du coup? Oui. Voilà. C'est-à-dire, on sortait seulement. Parce que vous ne pouvez pas rester là-bas longtemps, puisque vous êtes en confinement ou vous êtes... Donc, on va là-bas pour, disons, 15-20 minutes à faire des actions, en fait. Maintenant, ce n'était plus la grève, c'était des actions. Parce que ceux qui avaient on a dit, les cahiers des enfants, les anciens cahiers ramenés, on déchire, on fait les confettis avec des bouteilles d'eau, on mouille les confettis, on renverse sur le hall de l'autre là, et puis nous, on sort. Le temps que la police arrive, nous, on est dehors. Et ça a duré comme ça. Hein. Donc, on cible les hôtels. Au moins, on faisait l'action une fois dans la semaine. C'était quoi comme action, en fait? C'est des actions que je viens de citer, qu'on venait avec les confettis. Les confettis, en fait. Voilà, on renverse. Tu te rends compte, tu vois un peu, imagine un peu dans ta tête, le hall de l'hôtel. Tu rentres à la réception, là. Toi, tu rentres, tu trouves la réception, plein de papiers mouillés. Quand tu fais un faux pas, tu peux glisser. Plein de papiers blancs, des petits papiers. Ah, je te jure, hein, pour balayer les papiers là, c'est dur. Hein. Et puis on les mettait partout là où on voyait les trous. On mettait, s'il y a des assiettes là, on renverse dans les assiettes. On les mettait partout. Partout. Et comme ça, on leur donnait un peu du travail, ceux qui sont à la réception. Au moment où ils criaient, mais non, nous ne sommes pas du groupe Accor. On s'en fout, on a vu le logo du groupe Accor, vous êtes du groupe Accor. On l'avait appelé. Vous a dit, oui, c'est le groupe Accor. Donc on est là. On fait les actions parce qu'après, ils vont appeler la police. La police va arriver. Quand la police va arriver, trop tard, nous, c'est parce que ça dure peu en fait les actions. Il ne faut pas y rester longtemps. Parce que oui, c'est permis, mais ça dure 15 à 20 minutes, pas trop. Donc vous faites la musique, vous dansez, vous jetez les confettis, vous faites un peu du bruit et vous partez. Là, vous dérangez les clients. Et c'est sûr qu'ils appelaient déjà le directeur aussi, ça je suis sûr. Ah, les filles là, les femmes là sont passées par là. Et du coup, on a marché comme ça. On a fait du début juillet ou août, quand il y a eu le déconfinement, et on partait faire des actions. Donc en fait, les 22 mois, les 14 mois qui sont restés, on a passé avec les actions. Donc après, il y a eu un moment, il y a eu vraiment le déconfinement total et les gens pouvaient aller travailler et les hôtels commençaient à s'ouvrir. Dès que ça s'ouvre, nous, on va faire des actions, on amène les confettis, on va faire du bruit, on crie, on chante, on danse. Et après, donc, à la fin, vous êtes revenu à Ibis Batignolles? Non. Non, toujours pas. Toujours pas, parce que Ibis Batignolles a ouvert en 2021. Voilà. En 2021. Donc 2020 tout, c'était fermé. 2021 aussi, c'était fermé. Et vers fin 2021, ils ont commencé à ouvrir petit à petit. Donc nous, on ne pouvait plus faire l'action là-bas parce que c'est, vous voyez, Ibis et Batignolles du Paris 17e, c'est un peu à l'intérieur. Donc on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Les gens
pour vous voir que vous êtes là, il faut qu'il rentre vraiment, parce que c'est caché en fait. Quand tu es devant là-bas, tu ne peux pas savoir qu'il y a un hôtel à côté. Mais pourtant, c'est le grand Ibis des Batignolles, normalement, c'est le grand. Et nous, maintenant, pour se faire visibiliser, il fallait qu'on parte dans des hôtels, là où le pavé, vraiment, c'est devant la route. Voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple au Royal Monceau. Vous voyez déjà le Royal Monceau à côté du... comment on appelle ça? Arc de Triomphe. Le Royal Monceau. Vous voyez déjà là où ça est. Et nous, on a fait au moins une semaine là-bas. Tous les jours, boum, boum. Ah, là, c'est visible. Je te dis pas. Ah ouais. Là, c'est bien visible. Là, tu vois, c'est les genres de hôtels comme ça, là, on ciblait. Donc, c'est bien visible. À côté de l'Arc de Triomphe. Donc, on voit un peu les voisins, c'est pas beau, quoi. Lui, peut-être il va faire sa sieste, il a travaillé la nuit, nous, le matin, on va là-bas, on s'assoit carrément par terre, à même le sol, avec les trucs durs qu'on prenait, les marmites, les casseroles, boum, 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 boum. Quand les clients sortent, on fait boum, boum, boum. C'était pas beau à voir, franchement. Mais du coup, on est parti comme ça. Chaque hôtel, on ciblait parce qu'on ne pouvait plus se mettre devant l'hôtel. Donc, des actions en actions, on ne s'arrêtait pas des actions. Parce qu'on se disait quoi? Bon, eux, ils se disent qu'ils sont au chômage partiel. Ils ont leur salaire, ils sont au chaud, mais non. Si on reste comme ça va durer en fait. Ils vont se dire que bon, on nous a laissé un peu en paix, ça va durer. Non. On doit faire les actions pour qu'ils se bougent eux aussi. Ils vont dire non, on doit finir ça. Parce que sinon, ils ne vont jamais arrêter. Et sinon, en fait, tout ce que vous auriez fait là pendant 20 mois ou 18 mois, bah, ça aurait servi à rien, en fait, si vous arrêtez. Effectivement. Donc, du coup, on a commencé à faire. Et puis, quand on a fait le déconfinement, notre patron, il nous envoie encore les lettres. Oui, là, maintenant, c'est le déconfinement, allez-y travailler. Mais sauf qu'il envoyait seulement les lettres aux grévistes, à nous, sauf aux autres collègues qui étaient partis, qui travaillaient déjà, qui étaient aussi à la maison au chômage partiel. Il a envoyé les lettres que à nous. Nous, on a dit à notre syndicat, ben, écoute, nous, on a reçu les lettres. Il dit, ah, non, vous n'allez pas travailler. Recrivez encore. On a recrit, on a dit au patron que nous sommes maintenant en grève. L'histoire est finie. On a repris la grève. Et il n'a rien compris. Comme ce n'est pas lui qui paye le chômage partiel, il ne peut pas couper. Il n'a pas le droit. Donc du coup, nous, on a continué avec la grève. Et lui, il était impuissant. Il ne pouvait pas... Jusqu'à ce que le groupe Accor s'est épuisé. Tellement il nous a vu. On partait de... Vous connaissez le siège du groupe Accor, ici le Moulineau. Tous les jours, vous voyez déjà le siège, comment ça se trouve. Tous les jours, on fait le rassemblement là-bas. On appelle les soutiens, on fait le rassemblement là-bas. Voilà, on demande à Sébastien Bazin de descendre, de venir nous voir, de venir nous compter. Parce que lui, il disait que non, de toute façon, les grévistes, là, ils sont que 4, 5, je ne sais pas, leur syndicat ne veut pas négocier. Donc, on va là-bas. Tous les jours, on faisait les rassemblements devant ici le Moulineau. Donc, comment vous avez eu l'info comme quoi le groupe Accor allait vous donner vos droits finalement en fait? Non, on n'a pas eu l'info. Ah mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça s'est passé comment alors? Au fur et à mesure, il faut négocier. Donc, quand ils ont besoin de négocier, ils nous appellent. Bon, aujourd'hui, on va négocier. D'accord? Bon, nous, on vous donne ça, nous, on dit niet. À l'étape où nous sommes, il faut nous donner tout, ou rien. Ou on va continuer. Donc, ce n'était pas que non, venez les échos, non, ils nous appellent. Les porte-paroles, on était deux. Nous, moi et ma camarade Rachel qui était députée. Et venez, on va à la table de négociation. Voilà, il part. Nous, on dit non, ça, on ne veut pas. Vous allez donner tout ou vous n'allez rien donner. Les allers-retours, ça a duré combien de temps? Les allers-retours, ça a duré 10 fois même, je crois. 10 rounds, on va dire. Oui. Il y a un moment, ils ont dit, ouais, on vous donne... parce qu'on avait demandé le prime panier, prime de nourriture, on avait demandé 7,30 €. Et ils nous ont donné 2 € et quelques. Donc après, ils sont revenus à 3,62 €. Donc ils ont coupé la poire au milieu. Nous, on a dit, niet, ou c'est 7,30 € ou 0. Nous, c'est-à-dire là où on nous a dit que ça, ce sont vos droits maintenant gérés. Parce que le droit de grève existe et vous négociez, vu que vous êtes là, vous êtes en position de force et le patron est en position de faiblesse. Qu'il pleuve, qu'il neige, il va vous écouter.
restez seulement patiente et avec la détermination, vous allez voir que ça va tomber. Aller-retour, va-et-vient, et il fallait qu'on demande maintenant à l'inspection du travail, voilà, à la directe, de suivre notre combat parce qu'on n'en pouvait plus. Parce que c'était trop, et ils étaient là en train, donc on a mis la directe comme témoin. Voilà, et ils étaient là. Et quand ils ont vu que vraiment, on commençait vraiment à multiplier les actions, et là, ils se sont dit, bon, là, on va négocier. Okay. Parce que nous, on a dit, le jour que vous allez nous dire que vous allez négocier, il faut que ça soit vraiment de la négociation. Ouais. Parce que des va-et-vient là, nous, on en veut plus. Ouais. Tellement on était en position de courage, de position de force. Les va-et-vient, on n'en veut plus. Okay. Ou vous négociez, ou on ne négocie pas. Okay. Là, ils nous ont dit, bon, le 21 mai, 25 mai, voilà, je me rappelle toujours parce que c'était l'anniversaire de mon fils, et le 25 mai 2021. Et 25 mai 2021, on nous appelle, ils vont négocier. Ok, génial, parfait. Ça y est, on est arrivé. Okay. On arrive, je vous assure. Bon, le prime panier, c'était quoi? 7,30 €. Oui, donnez. Bon, ça, pointeuse, c'est déjà fait. Ça, donnez. Ça. Ils nous ont donné. C'est-à-dire, on a gagné la lutte à 99%. Incroyable, hein? Ils étaient affaiblis en fait, ça y est, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Ils nous ont assignés au tribunal. Et nous, quand c'est assigné à Ibis et Batignolles, nous on va dans notre hôtel. L'essentiel que ça soit le groupe accord. Puisque nous sommes assignés à Ibis et Batignolles, mais à Royal Monceau on n'est pas assigné. Donc on peut aller foutre le bordel à moi à Royal Monceau quand même. Ils se sont dit ça y est, moi, voilà. On en a marre de Sylvie Kémissa, de Racha Kéké. Tout à fait. Donnez tout. Donnez tout. Okay. Et ils ont tout donné. Mais les 1% qui restent, parce que le 99, le 1%, c'était nous, en fait, notre première revendication, c'était finir avec la sous-traitance. Parce que nous sommes de la sous-traitance. Oui. D'être internalisé, donc de travailler direct avec l'hôtel. C'est la société STN, pardon. Voilà. À l'époque, c'était la société STN, parce que là, nous sommes avec la société Honnête. Honnête, oui. À l'époque, c'était STN. Donc, et du coup, ils nous ont dit, effectivement, à l'époque, on sort du confinement. Le groupe Accord dans l'hôtel Ibis, il licenciait 25 personnes de ses salariés déjà parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir plus. Donc ils nous ont dit, mais écoutez, moi je licencie déjà mes salariés, je ne peux pas vous prendre. Okay. Sinon, Tom est gardé mes salariés en fait. Oui. Pourquoi je les licencie? Parce que je n'ai plus de moyens pour les payer. Donc moi, je ne vous prends pas, mais je vous donne tout. Okay. Bon. Donc c'est l'unique qu'on avait perdu. On a vu que bon, c'était des bons salaires, c'était des bons... vraiment, ils ont assuré. Okay. Voilà, on a dit, ben, pourquoi pas? On a demandé aux camarades, on a dit, bon, on laisse l'internalisation, nous on prend ce qu'on nous donne. Bon, c'est beau. Voilà. Et on a signé le protocole et c'est la fête qui a continué. Est-ce que vous avez peut-être un regret par rapport à cette grève-là? Vous dites, Sylvie, on aurait peut-être dû faire ça d'une autre manière ou pas du tout? Non, pas du tout. Aucun regret? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, pourquoi pas du tout? Vous savez, tout métier mérite du respect. Quel que soit, même la femme du ménage dans ta maison, il mérite du respect. Tout le monde, bien sûr. Donc, il ne faut pas sous-estimer les gens. Donc, chez nous, c'était devenu... c'est comme si les gens, vous n'êtes bons à rien, vous faites des chambres, donc c'est comme ça. Voilà. Et moi, au moment où, mais vous ne pouvez pas comprendre le nombre de soutiens qu'on a reçus. Les rosiers à tout moment étaient là. Les féministes à tout moment étaient là parce que c'était une lutte des féministes. Ils étaient là. Donc l'impact que ça a donné, tu ne peux pas avoir du regret. Parce que moi, en fait, je ne savais pas que ça pouvait prendre cette ampleur, en fait. Moi, je vous jure, c'est-à-dire au début, quand je suis partie en grève, je me disais que bon, c'est la grève, quoi. Mais l'ampleur que ça avait pris, ça m'a surpris. On a fait la marche au flambeau, on a quitté Place d'Italie jusqu'à Ibis des Batignolles, marche du flambeau, avec les flambeaux comme ça, allumés. Et le 1er novembre, on a mis les esclaves avec des draps blancs. C'est-à-dire incroyable. Okay. Des idées que le syndicat trouvait à nous donner, que faites ça. Vraiment, c'était... Il n'y a aucun regret. Je regrette rien. Si c'est à refaire, je le referai encore. Sans souci. Votre conseil, Sylvie, aux travailleurs et travailleuses qui ont des métiers pénibles, quel serait ce conseil?
En fait, nous, quand on a commencé cette grève, on voulait parce qu'on partait dans les hôtels aussi, hein, tu vois, on partait à les hôtels, les hôtels, Novotel, les Halles. C'est-à-dire, on se mettait aussi devant les hôtels pour qu'elles se rejoignent à nous. Okay. Mais jusqu'à présent, on a compris que la peur existe encore. C'est pas fini. Malgré notre mouvement, malgré notre combat, malgré notre victoire, voilà, la première en France, mais les gens ont toujours peur. Il y a encore du travail. En fait. Ouais. Il y a encore la peur. Même moi-même à l'hôtel Ibis Batignolles, je vois toujours les gens qui n'arrivent pas toujours à parler, les gens qui n'arrivent pas toujours pas à dire les choses comme il se doit, en dehors des gens qui ont fait la grève, qui sont devenus... Mais les autres, je vois toujours, il y a la peur. Ici, vous avez donc un conseil? Mais quel conseil je peux donner? C'est toi qui travailles. C'est ton travail à toi. Tu ne peux pas te faire réprimer. Mais moi, prenez du courage, les dames, dénoncez. Parce qu'en fait, les femmes actuellement, ils ont... Mais je crois que c'est un peu partout. Hein. Les femmes sont fatiguées à combattre ou ils ne veulent plus combattre. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, avant que je sois en gréviste, quand je quittais le travail, souvent vous arrivez à Saint-Lazare, il n'y a pas de train. On vous dit la RATP en grève. J'étais la première à râler. Hein. Je dis, mais oh là, ceux-là aussi, ils aiment bien la grève. Ils ne veulent pas travailler ou quoi? Mais pourquoi? Parce que si ça ne t'a pas encore arrivé, tu ne vas pas comprendre l'impact de ce que ça fait. Moi, ça m'est arrivé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je demande aux femmes de vous lever et de hausser la voix. Parce que c'est vous qui travaillez, c'est votre travail. Ne vous faites pas épuiser par les gens ou par le travail. Parce que le travail, en fait, c'est un être humain. Même si on met le robot aujourd'hui à Ibis Batignolles, le robot ne va pas faire ce que moi je fais. C'est clair? C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc les femmes, moi je demande aux femmes de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, d'avoir toujours le courage de dénoncer. Quel que soit le métier que tu fais, que tu sois infirmière, aide-soignante, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, ébouilleur ou quoi que ce soit, dénonce. Dénonce, va voir un bon syndicat. Il y a encore de bons syndicats qui existent. Hein. Trouve-toi un bon syndicat, dénonce les faits, et comme ça, le prud'homme qui existe, c'est pour nous le prud'homme. Voilà, si le patron est trop malin, on l'amène au prud'homme, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais n'ayez pas peur, il faut dénoncer les choses, parce que c'est avec ça, c'est avec ce courage, c'est avec la dénonciation qu'on peut aller en avant. Sinon, on ne peut pas aller en avant. Sinon, le pays, ça revient encore au XVIIIe siècle, en fait. On n'avance pas. Mais aujourd'hui, là, nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, donc les femmes ne peuvent plus soumettre aux ordres du patron. Parce qu'en fait, lui, on l'appelle le patron. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais l'argent. Si moi, je ne fais pas la chambre, lui, il n'est pas payé. Donc, en fait, en vrai, lui, s'il est riche, c'est moi qui le rend riche. On est tous liés, en fait, au final. Voilà, sinon, on est tous liés. Mais moi, je travaille d'abord pour moi, pour mettre de l'argent dans ma poche. Mais moi, je ne peux pas galérer. Et puis, lui, il est riche, moi, je galère. Non, donc, les femmes, ils doivent hausser la voix, ils doivent sortir. Et pour info, donc, Sylvie, vous travaillez toujours à cet hôtel-là, l'hôtel Ibis Batignolles, actuellement, aujourd'hui? Oui, mais on ne change jamais l'équipe qui gagne. C'est beau. Je ne peux pas passer à côté, quoi. C'est mon histoire qui est là-dedans. Voilà. Si je vais de là, ça veut dire l'histoire, je change l'histoire. Okay. Ce n'est plus Sylvie d'Ibis Batignolles. Donc là, on va changer un peu, on va sortir un peu de votre histoire, Sylvie, et on va aller vers le cœur de ce projet-là. On va parler de la nouvelle génération. Ok. Quel est votre avis sur la nouvelle génération, Sylvie? La nouvelle génération, en fait, c'est... Je ne sais pas si je peux le dire. Si. Soyez libre. Mais la nouvelle génération, pour moi, souvent, il y a beaucoup qui sont inconscients. Ouais. Les jeunes, ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont. Parce que moi, à l'époque, là où j'ai grandi, et comment j'ai grandi, c'est différent. Surtout, nos enfants qui grandissent ici, c'est pas beau. C'est pas beau parce que, je crois, ils se sont tout permis. Voilà, et du coup, ils font pas des efforts pour aller plus loin que ça, en fait. Okay. Voilà, c'est-à-dire, j'aimerais bien qu'ils fassent des efforts pour montrer que ce sont des guerriers, ce sont des... Tu vois, la nouvelle génération, quand on parle de la nouvelle génération, on voit vraiment les jeunes qui prospèrent, mais il y en a peu sur la majorité. Voilà, il y en a peu sur la majorité, et puis c'est...
En fait, vous pensez qu'ils ont beaucoup d'outils, Oui. mais ils les exploitent. Exactement. Ils les exploitent pas assez. Ils exploitent pas assez. Ok. Parce que moi, si je prends la nouvelle génération de l'Europe et de l'Afrique, il y a une grande différence. Ouais. Vous voyez, de l'Europe, ils ont tout en place. Et de l'Afrique, les pauvres, moi, quand je suis allé là-bas, il n'y a pas de table bon. Mais ils travaillent, quoi. Tu vois, si on peut faire l'inverse, tu vois, je crois que ceux de là-bas, ils sont plus forts que ceux d'ici. Ouais. Tu vois, ceux de là-bas, ils ont envie d'étudier, mais ils n'ont pas les possibilités. Ils n'ont pas les moyens. En fait. Ils n'ont pas les moyens. Et ceux d'ici, ils ont tout, mais ils ne font pas d'efforts. Okay. Donc, c'est... En tant que... Là, je parle peut-être en tant que cœur de maman. Voilà, en tant que mère, c'est pas... Parce que là, à l'époque, les parents ne nous aidaient pas. Tu vois, les parents nous aidaient, mais comme ça. Mais là... Tu vas soutenir, tu vas supporter ton fils même jusqu'à 30 ans, mais c'est pas possible. À l'époque, 20 ans, il a déjà son foyer, quoi. Ouais, c'est déjà voilà. Il est déjà chez lui, il est déjà papa, parfois. Ouais. Il a déjà une femme, il s'est marié. Ouais. Mais là, nos enfants, parfois 30 ans, il n'est pas marié, quoi. Quel serait votre conseil pour cette nouvelle génération? Mais pour cette nouvelle génération, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus. Qu'il fasse plus, qu'il se dépasse, en fait. Voilà, qu'il dépasse les limites et qu'ils soient conscients de ce qu'ils ont, en fait, de ce qu'ils ont, parce qu'ils ont, des talents, hein, les jeunes. Quand je vois, les jeunes sont des talents. Ils ont beaucoup, mais ils ne donnent pas. Voilà, ils ont beaucoup, mais je crois qu'ils se sous-estiment eux-mêmes. Tu vois, donc j'aimerais bien que les jeunes prennent conscience de ce qu'ils ont. Voilà, parce que c'est du lore, ça vaut beaucoup. C'est vrai. Dernière question, c'est est-ce que vous avez aimé cette interview? Trop bien. Trop bien, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. L'équipe, elle est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Pour ce moment et pour ce partage d'expérience et d'histoire. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve à la prochaine interview. Merci, au revoir.